Bienvenue dans votre émission Réflexivité. Analyser un fait social nécessite, en sciences sociales et selon le philosophe Max Weber, une neutralité axiologique. Et le philosophe Émile Durkheim affirmait déjà que les faits sociaux doivent être étudiés comme des choses. Votre émission, la Réflexivité, permet de sortir d'une certaine façon de la subjectivité. Votre émission également permet aussi de recourir à la rationalité qui devrait permettre la mise en place d'une action efficiente. Pour ce premier numéro, nous allons cogiter autour de cette question, autour de cette problématique, à savoir comment la RDC peut-elle sortir de la pauvreté. Et nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le professeur Guy-Robert Silou. Bonjour et bienvenue, monsieur le professeur Guy-Robert Silou. Bonjour, monsieur Kambala. En peu de mots, comment on peut vous présenter, monsieur le professeur? Parler de soi, c'est toujours un peu beaucoup plus complexe, mais en même temps, l'humilité voudrait que je puisse être assez bref en parlant de moi. Je suis aujourd'hui de nationalité française, je travaille en France, donc je suis professeur là-bas. Mon cursus universitaire est relativement large. J'ai fait des études d'économie, de sciences sociales et de sciences politiques à la Sorbonne, Nanterre, l'école des hautes études, des sciences sociales et ainsi de suite. Voilà, donc aujourd'hui, je m'intéresse davantage à l'analyse de la société congolaise qui paraît être aujourd'hui une des priorités qui est mienne, afin que je puisse apporter ma petite pierre modeste à la construction de ce pays qui ne cherche que à se développer. Et donc, tant qu'à faire se peut, je me mets à la disposition de vos questions afin que nous puissions éclairer les personnes qui vont nous suivre pour que nous puissions leur apporter des informations nécessaires et derrière ces informations, envisager aussi des actions qui sont nécessaires. Cogiter, c'est une bonne chose et après la théorie, il faudrait bien qu'il y ait la praxis, c'est-à-dire la pratique. Oui. Comment la RDC peut-elle sortir de la pauvreté? Il y a un concept pauvreté. Selon vous, comment vous définissez ce concept pauvreté? Que moi je puisse définir le concept de pauvreté, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je pense que l'objectif donc de cette émission qui porte sur la réflexivité, c'est de justement faire intervenir ou de convoquer les auteurs qui ont déjà une forme de notoriété, qui pourraient justement nous éclairer. Et entre autres, non seulement les auteurs, c'est-à-dire avec leur théorie, mais il faudrait que nous puissions aussi recourir dans une certaine mesure aux institutions internationales qui nous définissent ces concepts-là afin que tout le monde puisse se mettre d'accord. Mais lorsqu'on parle de la pauvreté, il faudrait se dire tout de suite qu'il s'agit d'un concept qui est relativement très très large, pour ne pas dire multiforme. Et dans une des formes de la pauvreté, il y a la dimension stricto sensu économique. Et selon la Banque mondiale, est considérée comme étant pauvre des nations dans lesquelles les citoyens ont moins de 2 $ par jour. Et pour le comprendre, il faudrait aussi se dire qu'il y a eu une forme de catégorisation des États. D'une manière générale, il y en a à peu près 4. On a les PMA, les pays les moins avancés, dont notre pays fait partie, et dans les PMA est considéré comme étant pauvres les individus qui ont moins d'1 $ par jour. Et lorsque on quitte les PMA, on a justement les pays en développement, et là on va commencer à raisonner en moins de 2 $. En dehors des pays en développement, vous avez ce qu'on appelle donc les pays émergents, et en dehors des pays émergents, on a les pays développés. Or, lorsque je vais basculer sur les pays développés, on va se rendre compte que la notion de pauvreté dans sa dimension purement économique prend une autre définition. C'est-à-dire que être pauvre dans les pays développés, et là je vais citer la France, le pays que je maîtrise le mieux, est considéré comme étant pauvre en France selon les critères, soit le fait de gagner 50% du salaire médian, ou bien lorsqu'on prend le critère européen, c'est gagner 60% du salaire médian. Je dis bien salaire médian, je ne dis pas le salaire moyen. Et donc la médiane, c'est ce qu'on appelle en économie le décile 5.
En dehors du décile 5, donc c'est le milieu, c'est à peu près 1800 € par mois. Donc lorsque vous gagnez 900 €, vous êtes considéré comme étant pauvre. Mais donc on se rend bien compte que cette définition économique de la pauvreté tient sur le niveau de vie. Mais lorsqu'on bascule sur une dimension sociale, on se rend bien compte que être pauvre, ça revêt aussi d'autres dimensions. C'est par exemple le fait de ne pas avoir un accès libre à l'eau potable, de ne pas avoir non plus un accès facile à l'électricité et ainsi de suite. Mais pour faire simple, aujourd'hui, il y a une pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow. Oui. Que dit cette pyramide de Maslow? La pyramide de Maslow, à sa base, il y a des besoins physiologiques. Généralement, qu'est-ce qu'on entend par besoins physiologiques ou les besoins vitaux? C'est le fait de manger, se vêtir et se loger. On se rend bien compte que ça, c'est la base. Or, cette base-là, l'alimentaire est difficile lorsqu'on est pauvre. Se loger, c'est complètement kafkaïen. Et en même temps, s'habiller, ça prend aussi une autre connotation beaucoup plus complexe. Et donc là, lorsqu'on veut parler de la pauvreté, dans un premier temps, je suis resté dans une définition purement économique, mais il n'y a pas que cela. Généralement, ce qui va nous intéresser par la suite, je pense que vous avez prévu cela, c'est de réfléchir plutôt sur les causes de la pauvreté. Je pense que c'est là où ça pourrait être plus intéressant. Vous m'avez déjà d'ailleurs précédé. En RDC, l'RDC est un pays classé parmi les pays les plus pauvres. Mais quelles sont les causes? En ce qui concerne les causes de la pauvreté, je l'ai dit tout de suite, en RDC, de la pauvreté d'abord, et puis on va revenir en RDC, c'est le problème de la croissance. Restons sur la croissance. En 2019, le taux de croissance en RDC était aux alentours de 4,4%. Il y a eu une pandémie qui est arrivée, c'est la pandémie que tout le monde connaît aujourd'hui, on parle de coronavirus, et là, en 2020, le taux de croissance en RDC avait considérablement baissé et il était inférieur à 1%. Et pour essayer d'être précis, selon toujours les chiffres de la Banque mondiale, le taux de croissance était à 0,8%. Or, lorsque la croissance baisse, effectivement, le gâteau qui est censé être réparti au niveau de la population, ce gâteau se rétrécissant, et donc, par conséquent, on se rend bien compte aussi que, il y a des problèmes qui risquent de surgir. Mais lorsque je parle de la croissance, ça, c'est un fait qu'on met souvent en exergue, mais qu'il faudrait aussi analyser de manière beaucoup plus pointilleuse. Qu'est-ce que j'entends par là? Une croissance, elle peut être extensive. C'est-à-dire que on va utiliser plus de facteurs de production, et utiliser plus de capital. Si on utilise plus de capital, on va utiliser aussi le facteur travail en abondance. Et par conséquent, utiliser plus de facteurs travail, c'est essayer de résoudre le problème du chômage. Or, il s'avère qu'on n'a pas que la croissance extensive, on a aussi une croissance qu'on appelle croissance intensive. Lorsqu'on parle de croissance intensive, on incorpore pour la réalisation de cette croissance, plus de progrès techniques, c'est-à-dire plus d'innovation. Or, il s'avère qu'à court terme, à court terme, le progrès technique détruit les emplois. Et en détruisant les emplois, de facto, on va faire des pauvres. Et donc, lorsqu'on nous donne des taux de croissance, il faudrait toujours faire attention dans l'analyse de ces taux de croissance. Une croissance, elle peut être complètement diverse, elle peut être obtenue par différents types de moyens. Pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple simple. Si j'ai 10 taxis, par exemple, des 10 taxis de véhicules classiques, traditionnels, qui roulent à l'essence et ainsi de suite, je serai contraint d'utiliser aussi 10 chauffeurs de taxi. De créer 10 emplois. Voilà, tout à fait. Donc là, je vais créer des emplois. Et donc derrière, on va supposer aussi essayer de relever le niveau du personnel que vous avez recruté. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus des voitures qui sont automatisées. Il y a des voitures qui vont commencer à rouler toutes seules. Donc ce qui veut dire qu'au lieu... Lorsque vous avez 10 voitures, au lieu d'embaucher 10 salariés, vous risquerez d'en embaucher peut-être que 1 ou 2. Et donc, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, dans les modèles de croissance, il faudrait que nous, Congolais, nous puissions réfléchir sur quel type de croissance prévaut pour que nous puissions résoudre ce problème de chômage et donc, par ricochet,
le problème de la pauvreté. Donc ça, c'est une des raisons majeures, il faudrait qu'il y ait de la croissance. Deuxième facteur, je reste toujours sur le plan économique, mais de manière rapide. Nous avons quand même un problème de marché du travail au Congo. Aujourd'hui, au Congo, en République démocratique du Congo, nous avons un taux de chômage qui flirte... Chômage de masse, 80%. Chômage de masse, 80%. Vous avez les statistiques. Or, il s'avère que sur le marché du travail, vous avez ce qu'on appelle l'offre de travail qui émane des salariés et la demande du travail qui émane des entreprises. Nous avons moins d'entreprises qui créent des emplois. Pourquoi? Mais pour la simple raison, je viens de dire entre autres, on va en parler un peu plus tard, le contexte politique, institutionnel n'est pas du tout viable et par conséquent, les investisseurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Réticents. En dehors de cela, mais le marché du travail n'est pas unique. Le marché du travail, il est dual. Il y a un marché primaire qui est réservé aux salariés les plus qualifiés et vous avez un marché secondaire qui est le propre des salariés les moins qualifiés. Donc d'une part, vous avez ceux qu'on appelle les insiders et d'autre part les outsiders. Et donc les salariés les plus qualifiés, ce sont eux qui vont rafler les parts importantes du gâteau, c'est-à-dire de la valeur ajoutée qui va être créée au sein d'une entreprise. Et les outsiders, ce sont les salariés les moins qualifiés, mais ils n'auront que des clopinettes. Et là, on est en train d'évoquer un problème qui est crucial dans notre pays, c'est celui de la répartition de la valeur ajoutée. Comment peut-on répartir de manière équitable? Je dis bien équitable, je n'ai pas dit de manière égalitaire, le gâteau, c'est-à-dire la valeur ajoutée qui est créée. Lorsque je dis répartir de manière équitable le gâteau qui est créé, je vais donner un exemple simple. Lionel Messi qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain, regardez ce qu'il va rafler à lui tout seul sur une année. Tant mieux pour lui, il est talentueux, donc lui il fait partie du marché primaire du travail. C'est comme ça qu'il faudrait raisonner. En dehors de ça, vous avez le marché secondaire, mais le marché secondaire, vous allez retrouver les petits joueurs qui malheureusement ont aussi leur importance, mais qui auront une part relativement modeste du gâteau. Restons dans le contexte congolais. Quelles sont les causes de notre pauvreté? Mais les causes de notre pauvreté, on va basculer maintenant sur, par exemple, les causes sociales. Là, on était sur les causes économiques, basculons sur les causes sociales. La démographie. Parlons rapidement de la démographie. Une fois de plus, je vais convoquer un auteur, mais qui est aussi un pasteur, ce qui est assez important. Ce pasteur-là, Thomas Robert Malthus, avait fait un constat simple, la production augmentait de manière géométrique, alors que la démographie, la population augmentait de manière arithmétique. Et donc, par conséquent, il y a un décalage qui est là entre la production et la démographie. Ce qu'on constate aujourd'hui, les familles ou les ménages, pour parler en termes purement économiques, les ménages qui ont une taille beaucoup plus importante, lorsque les revenus sont faibles, malheureusement, ces ménages ont aussi tendance à s'appauvrir. Un exemple simple, élever un enfant, ça coûte cher. C'est investir dans ce qu'on appelle le capital humain. Investir dans le capital humain, si vous avez 10 enfants, c'est pas la même chose que lorsque vous en avez qu'un seul. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les familles les plus aisées ont moins d'enfants, alors que les familles pauvres en ont plus. Et là, il y a une spirale qui se met en place, mais c'est une spirale purement négative. C'est-à-dire, plus j'ai d'enfants, lorsque mes revenus sont faibles, la tendance, c'est d'appauvrir ces enfants-là. Et au final, il y a un phénomène en sociologie qu'on appelle le phénomène de reproduction sociale, qui fait que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Mais donc, ne serait-ce que sur le plan même de la démographie, il faudrait que nous puissions y réfléchir. Ne faudrait-il pas, nous en tant que Congolais, nous puissions nous poser des questions qui peuvent parfois heurter notre sensibilité, ne serait-ce que spirituelle. Emboîter les pas aux Chinois. Mais par exemple, décréter que chaque ménage, jusqu'à ce qu'il y ait une forme d'embellie économique, qu'on nous impose une règle, par exemple, n'avoir que 2 enfants. Pas pour chercher à castrer des individus, mais pour tout simplement essayer de réguler ce problème de pauvreté. Vous savez, même au niveau fiscal, vous prenez un exemple simple, vous gagnez $10 000 par mois, si vous êtes seul,
vous êtes assez riche. En revanche, à toutes choses égales par ailleurs, vous êtes un couple avec 3 enfants, c'est un ménage qui est composé de 5 individus. Vous gagnez à toutes choses égales par ailleurs 10 000 $, vous faites 10 divisé par 5, vous n'avez plus que 2 000 $ par personne. Donc on se rend bien compte que la taille du ménage influe aussi sur la pauvreté. Et donc, si je veux extrapoler, Monsieur Kambala, que pourrais-je dire? Je pourrais aussi rajouter que là, il faudrait toucher du doigt les problèmes des valeurs. Lorsqu'on dit les valeurs, certaines valeurs ne favorisent pas du tout le développement économique et par conséquent, certaines valeurs peuvent nous empêcher de lutter contre la pauvreté. Un exemple simple, et là aussi je le fais à titre purement théorique. Il y a certaines valeurs qui sont nuisibles à la croissance. Un exemple simple. Vous savez que la prière est nécessaire dans un pays. D'accord? Mais nous avons, nous aussi Congolais, un peu plus plagié ce que le colon nous a apporté, c'est-à-dire la religion chrétienne. Je vais rester sur la religion chrétienne, je pourrais parler aussi de l'islam et ainsi de suite. Or, il s'avère que de l'autre côté, ces religions continuent à exister. Mais avec une rationalité qui a engendré quoi par rapport au siècle de Lumière? La loi de 1905 en France a consacré ce qu'on appelle la laïcité du pays, de la République, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. On a confiné la religion dans la sphère purement privée, alors que dans le domaine beaucoup plus public, là on est sur la raison. Mais les deux ne sont pas du tout contradictoires. Au contraire, les deux pourraient même être consubstantiels, mais à la seule condition que nous puissions utiliser cela à bon escient. Or, il s'avère que dans notre pays, on a tendance à renverser un peu les choses. La spiritualité a essayé de prendre, disons, une dimension beaucoup plus importante au point d'occulter les motivations réelles, c'est-à-dire quand je dis les motivations, les formes de rationalité qui devraient nous conduire de sortir de la pauvreté. Lorsque j'entends le discours ou le leitmotiv, une phrase qui revient un peu de manière répétitive du type Nzambe Akosala, je suis entièrement d'accord, mais Dieu nous a dotés aussi d'une intelligence qui devrait nous permettre de nous réaliser. Et je le dis, je ne suis pas un exégète, mais lorsque je lis la Bible dans le livre de la Genèse, Dieu nous a donné une responsabilité énorme de travailler. Et ce mot travail-là, bien sûr, il est pénible, bien sûr. Hein, d'où même l'étymologie du mot travail, qui vient du mot tripalium. Le mot tripalium qui signifie dur labeur, c'est un instrument de torture. Donc le travail en lui-même, il est pénible. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'en travaillant, c'est ça qui nous donne les diverses dimensions de l'humanité. Oui, monsieur le professeur Guy Robert Silou, en termes de responsabilité, parce que 61 ans d'indépendance, après, la RDC est toujours pauvre. En termes, en quelques mots, comment établissez-vous les responsabilités? Les responsabilités, vous savez, là nous sommes en train de parler de la pauvreté et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un concept multiforme. Et donc les responsabilités sont multiples. Ah tout à fait partagé. Allez, on va essayer d'être très très objectif puisque c'est même le sens même de cette émission sur la réflexivité, c'est-à-dire évitons les jugements de valeur, restons sur les jugements de réalité. C'est ça la neutralité axiologique. Vouloir dire les choses telles que certains penseurs, des éminents penseurs, ont pu analyser ces situations. Alors là, je vais répondre directement à votre question. Sur le plan économique, je pense qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Bien sûr, nous avons hérité d'un appareil administratif colonial. Avons-nous à l'époque des personnes qui étaient suffisamment compétentes pour remplacer tout de suite le colon qui nous avait légué cet héritage? Je ne pense pas. Donc il y a un problème de compétence. Quand je dis problème de compétence, il faudrait qu'on puisse additionner à la fois les qualifications et le savoir-être. Les qualifications découlent directement des études que nous suivons. La formation initiale. Et après, derrière, il faudrait que nous puissions penser aussi à la formation continue. Mais restons sur la formation initiale. Étons-nous suffisamment formés pour essayer de remplacer tout de suite
le colon qui était parti. Je ne pense pas qu'on était suffisamment formés. On avait quelques cadres, mais ils étaient assez minoritaires. La grande masse était encore relativement inculte pour pouvoir être suffisamment productif. Mais j'ai parlé aussi du savoir-être. Et le savoir-être résulte de quoi? De l'éducation. L'éducation, mais au sens large du terme. L'éducation, c'est être en lien, éducaré, être en lien avec les autres. Et d'ailleurs, même le terme de religion, hein, religaré, c'est le lien qu'on doit établir. Et nous, Congolais, lorsque nous avons été en responsabilité, quel était notre savoir-être par rapport à cette conscience patriotique qui devrait nous permettre justement de faire de telle sorte que celui qui occupe un poste relativement subalterne puisse être aussi mon égal. Quand je dis mon égal, c'est en dignité et en humanité. Bien sûr, la hiérarchie doit toujours exister. Lorsque vous allez dans une entreprise, vous allez toujours trouver un organigramme. Et là, on est dans cette organisation purement bureaucratique qui insuffle une forme d'efficacité, de rationalité dans la production. C'est indispensable. Mais ce qui n'exclut en rien qu'il y ait le respect de l'autre et derrière le respect de l'autre, une meilleure rémunération. Les convenances sociales. Ah ben, mais tout à fait. C'est-à-dire que là, je reviens sur les hommes politiques. Je suis encore là. C'est-à-dire que les premiers hommes qui ont eu à diriger ces pays n'ont pas pris tout de suite conscience du fait que un pays, pour qu'il puisse se développer en vue de lutter contre la pauvreté, il faudrait qu'il y ait une répartition relativement équitable, c'est-à-dire à chacun selon ses besoins et à chacun selon son rang. C'est là où, effectivement, on pourrait parler en termes d'institution. Parce que ce savoir-être-là, il est déterminant. Lorsque vous faites travailler quelqu'un, il est tout à fait normal que vous puissiez le rémunérer. On le dit, hein, il y a un proverbe ou un jargon qui dit « tout travail mérite salaire ». Mais quand on dit salaire, ce n'est pas non plus, comme l'avait qualifié Karl Marx, de salaire de subsistance. Mais lorsque Karl Marx a parlé de salaire de subsistance, c'était pour la simple raison qu'il y avait un clivage entre la bourgeoisie et le prolétariat. La bourgeoisie détenant le capital, c'est-à-dire étant propriétaire de l'entreprise, que faisait la bourgeoisie? La bourgeoisie spoliait, c'est-à-dire exploitait le prolétariat, c'est-à-dire la classe ouvrière. Mais ce problème, il continue à exister jusqu'aujourd'hui, et même il a été amplifié par haine. C'est-à-dire que le pauvre Karl Marx, s'il est décédé en 1883, je le dis de mémoire, je peux me tromper, mais s'il arrivait aujourd'hui à ressusciter, il va se dire, mais tiens, le Capital que j'ai écrit depuis belle lurette, le monde n'a pas tellement changé depuis que je suis parti. C'est-à-dire ce qu'il avait qualifié de l'armée industrielle de réserve continue toujours à exister, et cette armée industrielle de réserve s'est encore paupérisée davantage, c'est-à-dire cette armée, qu'elle s'est encore appauvrie. C'est-à-dire que le Congolais s'est encore davantage appauvri. Pourquoi? Parce que l'homme politique n'était pas en mesure de prendre en compte cette dimension humaine dans les rapports sociaux qui devraient être prépondérants au sein d'une entreprise. C'est pour ceux qui nous suivent, c'est l'émission Réflexivité. Nous avons reçu pour vous le professeur Guy Robert Silou. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, là vous avez établi la responsabilité de l'homme politique, mais quelle est la part de la population? Ben, la part de la population, nous en tant que être. Quelle est aujourd'hui la réflexion que nous faisons sur notre pays? Notre responsabilité, elle est multiple. Mais en même temps, je vais rester d'abord sur la démonstration, sur la responsabilité du peuple, que moi-même je suis. Hein. On est tous peuple, qu'on le veuille ou non. Le peuple congolais aujourd'hui, il est traversé, je le dis comme cela, entre deux tendances. D'une part, il y a les traditions qui sont encore très très fortes, et d'autre part, il y a aussi cette envie d'aller vers une forme de modernité. La volonté, qu'est-elle devenue dans ce pays? Il faudrait qu'on se pose cette question. S'affranchir
d'une forme de dictature ou de servitude volontaire. Aujourd'hui, le peuple congolais est dans une forme de servitude volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est pas moi qui le dis, hein, l'expression de servitude volontaire, c'est une expression de la Boétie, c'est même le titre de d'une œuvre majeure qu'il avait publiée. Mais nous sommes capables de nous lever, de nous prendre en charge, de nous prendre en main. Mais il s'avère qu'il y a des choix que nous faisons qui ne sont pas toujours rationnels. Je reviens sur, pas seulement des choix importés, restons d'abord sur notre manière de penser les traditions. De penser les traditions. Écoutez, Monsieur Kambala, moi je vais vous donner des exemples simples. Aujourd'hui même, pour choisir sa dulcinée, sa future épouse ou son futur époux, peu importe de quel sexe on est, on va commencer à réfléchir par rapport à la tribu de la personne qui est en face. C'est-à-dire que ce côté communautaire est existant, pour ne pas dire prééminent, dans les choix que nous effectuons. Je dis bien dans les choix que nous effectuons. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de tenir ce discours. Et là, je parle en termes de servitude volontaire. Lorsque moi, je choisis une personne par rapport à une pesanteur sociale qui m'est imposée par ma communauté, c'est moi qui fais ce choix-là, en toute liberté totale. Je parlais tout à l'heure des évangiles, mais de manière lapidaire. Dieu nous a donné une intelligence. Cette intelligence, que chacun de nous puisse en faire bon usage. Et c'est ça qui manque. Les traditions, je vais encore y insister pour dire que nous sommes responsables de cela. Et il en revient encore sur le savoir-être. Vous me nommez ministre aujourd'hui, Monsieur Kambala, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toute ma famille va être derrière afin que je puisse leur accorder des postes. Mais les gens de ma famille, ils n'ont peut-être pas fait les sciences économiques, ils n'ont peut-être pas fait sciences politiques, mais le simple fait que je sois ceci ou cela, ce qui importe, c'est d'arriver là. Et moi, en subissant cette pesanteur sociale, que vais-je faire? Je vais les nommer par défaut pour essayer de satisfaire ce qu'on pourrait appeler la conscience sociale collective. C'est la conscience collective. Et donc là, je deviens prisonnier de ma communauté. Voilà pourquoi je disais que nous, en tant que peuple, nous sommes responsables justement de la pauvreté qui nous frappe. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, allons-y maintenant dans le cœur de notre sujet. Comment la RDC peut-elle sortir de la pauvreté? Quelles sont les bonnes politiques publiques à mettre en place? Allez, revenons sur les institutions. Certaines institutions ne sont pas favorables à la croissance et au développement. Pourquoi suis-je en train de le dire? Une institution qui est complètement gangrénée par la corruption, dilapidation des fonds publics, pour utiliser un terme qui est assez vieillot, les matabiches et autres, ce sont des institutions qui ne sont pas favorables au développement économique. Donc, lutter contre la pauvreté, ça devient complètement impossible. Je vais illustrer cela. Une bonne institution doit déjà garantir ce qu'on appelle les droits de propriété. Les droits de propriété, aujourd'hui, Monsieur Kambala, un exemple fictif. Vous êtes un artiste. Vous mettez sur le marché une œuvre musicale. Si cette œuvre musicale n'est pas protégée, je pense que vous serez complètement spolié. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps? Vous allez tout de suite déclarer votre œuvre auprès c'est la SOCODA, je crois bien. La SOCODA pour les artistes. Des artistes, musiciens et ainsi de suite. Donc, vous protégez votre œuvre. C'est ça le droit de propriété, afin que vous puissiez bénéficier des droits qui vous sont dus. Mais ça, c'est à l'État de garantir cela. Lorsque ces droits de propriété ne sont pas garantis, moi, en tant qu'investisseur, parce que lorsqu'on parle de la production ou de l'investissement, un investissement, c'est un détour de production. Et donc, j'investis, je mets de l'argent dans mon affaire, il faudrait que je sois sûr de pouvoir récupérer, si vous voulez, un profit qui va me permettre encore de prospérer et de réinvestir. Mais si je n'ai pas ces garanties-là, je ne pourrai rien faire. Donc, dans un premier temps, il faudrait revoir nos institutions en place.
Les adapter à notre système économique et social ou bien calquer toujours l'Occident? Mais vous savez, calquer l'Occident, je pense que c'est pas le bon terme. On peut plagier ce qui est bon. C'est pas parce que ça vient de l'Occident que c'est systématiquement mauvais. Je pense qu'on serait tous d'accord que la corruption n'est pas une bonne chose. La corruption, c'est ça qui gangrène ce pays. Et c'est pas moi qui le dis. Le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, il a dit. Lors de l'interview, le lendemain de la fête du 61e anniversaire de l'indépendance, il a affirmé, il a dit, mais vous ne pouvez pas imaginer le degré de corruption qu'il y a dans ce pays. C'est ça qui tue le pays. Et ça, c'est au pouvoir public d'œuvrer pour que cela rentre dans les rangs, mais de manière progressive. C'est un long processus. Il faudrait prendre un départ, et ce départ, il faut bien que ça soit aujourd'hui, ne pas remettre cela au lendemain. Mais autre problème, et là je vous rejoins puisque vous avez demandé de ne pas calquer ce qui se fait systématiquement de l'autre côté. Aujourd'hui, quelle est l'idéologie qu'on nous vend? Il y a un mainstream qui est là, qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire un peu l'individualisme, le chacun pour soi. L'individualisme, le néolibéralisme entraîne la pauvreté des franges de la population les plus fragiles. Les plus fragiles. Aujourd'hui, on le sait très bien dans les pays dits capitalistes, ce sont les plus forts qui l'emportent sur les plus faibles. Mais en même temps, c'est là où je vais aussi ne pas aller dans votre sens. Dans ces pays-là, ils ont compris que il y a ce qu'on appelle un État régalien ou un État minimal. Mais en dehors de cela, il y a des auteurs qui l'avaient déjà étudié. Dans les années 36, on a commencé à réfléchir sur un autre type d'État qui n'est pas un État régalien, mais un État qu'on appelle un État-providence. L'État-providence, c'est cet État social. Cet État social, il permet quoi? Il permet justement de lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, mais tout à fait assurer le bien-être de la population. Or, en République démocratique du Congo, c'est le chacun pour soi aujourd'hui qui prédomine. Sans me contredire, tout à l'heure j'ai parlé en termes de communauté, ce communautarisme qui prend une place prépondérante dans la vie politique, économique et sociale, mais en même temps, il y a l'individualisme qui est là, d'où ces limes qui sont difficiles à faire entre les traditions et la modernité, mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'État-providence, l'État social n'existe pas. Ce qui amplifie le problème de pauvreté dans notre pays. Il faudrait à un certain moment, c'est ce qu'on appelle le welfare state, il faudrait bien qu'à un certain moment que nous, Congolais, nous puissions mettre en place un système de protection sociale pour lutter contre la pauvreté et d'apporter des aides nécessaires aux plus démunis. Ça doit être quelque chose de basique. Et ça, il faudrait que nous puissions débuter par là. Monsieur le professeur Guy Robert Sidou, dans cette lutte contre la pauvreté, à quel niveau mettez-vous les changements de mentalité? Mais tout à l'heure, dans mon propos liminaire, j'avais fait allusion aux valeurs, les valeurs qui sont nôtres. J'ai aussi entendu que c'est Dieu qui donne les enfants. Oui, dans une certaine mesure. Mais revenons sur ces jugements de réalité. Un enfant, c'est moi qui le désire à un moment donné. D'accord? Mais si aujourd'hui, je reviens encore sur cette éducation, pour ne pas seulement sombrer au niveau des traditions, de la spiritualité, de la religiosité et autres, si je considère que les enfants me sont donnés par Dieu, je me retrouve avec une ribambelle de gosses que je ne pourrais pas du tout entretenir, que je ne pourrais pas du tout supporter. Et en dernière instance, ce sont des pauvres que je suis en train de faire en puissance. Ce sont des pauvres en puissance. Et donc, je pense qu'il faudrait que nous puissions revoir notre manière de penser la fécondité. Un enfant désiré, c'est autre chose. C'est moi qui ai fait ce choix. Pour cela, ne serait-il pas utile que nous puissions parler en termes de planning familial? Les méthodes contraceptives sont-elles usitées, je dis bien à bon escient, et là je pèse bien mes mots, ces méthodes contraceptives sont-elles usitées à bon escient dans notre pays
pour que ce changement de mentalité puisse faire de nous des futurs parents désireux d'avoir des enfants à un instant T lorsque nous sommes capables de subvenir à leurs besoins pour éviter, comme je le constate, lorsque je suis par exemple sur le boulevard, de voir des enfants qui ont 8 ans, 9 ans qui sont en train de mendier. Vous voyez, là, je prends seulement un exemple simple sur le taux de fécondité, c'est-à-dire sur ce taux d'accroissement naturel, sur lequel nous sommes capables d'agir, mais que nous ne faisons pas. La mentalité, elle est là. Et là, nous sommes sur des valeurs. Le dimanche, la prière, elle est sacrée. Les traditions, je les respecte et on les respecte tous. Même Émile Durkheim, qui est le père de la sociologie, respecte énormément la religion telle qu'elle est. Parce que la religion permet aussi de nous donner le sens de la solidarité. Et ça, il ne faudrait pas, par exemple, que nous puissions l'occulter. Mais lorsqu'on prie de 9h du matin jusqu'à 16h, je pense que ça pose aussi quand même un problème. Là, on est sur des mentalités aussi. Voilà pourquoi je disais, comment peut-on concilier pour ne pas plagier uniquement ce qui se fait de l'autre côté? Comment peut-on concilier nos traditions qui ont aussi leur validité, parce que ça fait notre identité, et ça c'est fondamental. Comment concilier tradition et modernité pour que nous puissions trouver une voie qui devrait nous permettre justement de sortir de cette pauvreté, pas seulement matérielle, mais aussi d'esprit, culturel. Monsieur le professeur, en guise de conclusion, quel système économique et social applicable pour la RDC, afin qu'elle sorte de cette pauvreté? De manière un peu succincte, je pourrais parler déjà de mettre en place des politiques agricoles qui pourraient engendrer ce qu'on pourrait appeler l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire. Le tort qui est le nôtre, nous avons délaissé le secteur dit primaire. Là, je suis sur le plan purement économique, avec ces différents secteurs primaires, secondaires, tertiaires et voire même quaternaires. Le secteur primaire a été délaissé. L'agriculture, elle est complètement moribonde. Nous sommes obligés d'importer même les produits de base de consommation. Cela nous pose problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on importe des produits, nous avons de première nécessité, on importe plus qu'on exporte. Notre balance commerciale, elle est complètement déficitaire et cela engendre les problèmes sur des balances de paiement et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet, mais au moins ça vous donne déjà tout de suite un aperçu. Le secteur agricole, il faudrait le renflouer. Qu'est-ce que ça coûte à l'État congolais d'acheter des tracteurs et de mettre ces milliers de main-d'œuvre qui attendent pour essayer justement de sortir de cet état de paupérisme, pour ne pas dire autre chose. La pêche, sommes-nous fiers d'importer des chinchards et autres surgelés qui viennent de l'Asie et autres? Le commerce international, c'est pas moi en tant que professeur de sciences économiques qui vais m'en plaindre. La mondialisation nous permet d'échanger les produits les uns avec les autres. Mais sauf qu'on se rend bien compte que lorsque on est dans un système de production qui est complètement déséquilibré avec le reste du monde, ce sont des échanges qui deviennent inégalitaires. Et là, on constate, en termes purement économiques, une dégradation des termes de l'échange. Mais cette dégradation des termes de l'échange engendre tous les maux que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faudrait revenir sur ces fondamentaux. Mais l'autre fondamental, s'il faut le dire ainsi, nous avons des industries qui n'existent même plus dans notre pays. Ces industries-là, là je bascule sur le secteur secondaire. Les industries, même pour transformer des tomates, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on a comme industrie ici? Fabrication de jus, il n'y en a même pas. Ben voilà. Mais nous avons tous les fruits possibles. On pouvait fabriquer, les mettre dans des boîtes de conserve, les mangues, tout ce que vous avez comme produit ici, les goyaves et que sais-je encore. Non, ça n'existe pas ces industries. Tout est importé. Tout est importé. Mais comme c'est importé, les prix flambent. Celui qui n'a que $2, aujourd'hui, le prix du pain a doublé.
son niveau de vie, pour ne pas dire son pouvoir d'achat, a complètement baissé et ça l'appauvrit encore davantage. On est dans une spirale sans fin et ça ne relève que du bon sens. Et ce bon sens, je pense que tout Congolais, et notamment les personnes qui nous dirigent, devraient avoir ce bon sens. Mais c'est tout simplement de l'économie, de la sociologie et des sciences politiques. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre mot de conclusion? C'est un grand sujet, large. Juste un mot pour conclure cette émission d'aujourd'hui. Mais je vais terminer cette émission par une forme de pirouette. Mais je le fais de manière sciemment. Je reviens sur le titre de cette émission, la réflexivité. Ce que nous venons de dire ne sont pas nos convictions personnelles. Ça, c'est la science qui le dit. Mais cette science-là n'est pas parole d'évangile. Lorsque je suis en économie, j'ai parlé tout de suite de mainstream, c'est-à-dire cette pensée qui est dominante du moment. Mais cette pensée dominante n'est pas une parole révélée. Ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. En sociologie, j'ai avancé certaines théories, j'ai avancé certaines thèses. Ce n'est pas non plus parole d'évangile. Mais ce qui est important, c'est d'éviter de rentrer dans des jugements de valeur. C'est pas moi en tant que personne qui parle. Je ne fais que intervenir des connaissances, des savoirs qui éclairent un sujet qui est complexe. Dans cette complexité, l'objectif final n'est pas d'avoir raison. Et notre souhait n'est pas d'avoir raison. C'est tout simple de partager des idées, de faire réfléchir les personnes qui vont nous suivre et davantage les hommes politiques, les hommes qui sont au pouvoir, qui dirigent ce pays et en même temps le peuple que nous sommes, pour que nous puissions nous dire, mais voilà, face à ce problème de pauvreté, on a tenu tel discours, mais un discours qui se fonde sur quoi? Sur des vérités scientifiques, mais bien sûr, les sciences sociales sont des sciences dites molles, ce qui signifie qu'on peut toujours apporter d'autres explications, pas pour chercher systématiquement à être dans un débat contradictoire. Deux vérités contraires peuvent se compléter. Et c'est ça qui est le plus important. Je pense que si on veut sortir un peu de cette sorte d'impasse dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo, on ne peut pas être systématiquement dans une contestation contestataire. Permanente. Et souvent sans intérêt. Plutôt être dans la complémentarité, c'est qui est force de progrès. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou, d'avoir accepté d'être invité dans cette émission Réflexivité pour partager vos idées, vos théories. Je conclue par du choc des idées jaillit la lumière. Vous êtes les bienvenus pour participer à cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.